Le 14 mars 1849, le palais de justice du comté de Loon, en Alabama, fut réduit en cendres dans ce que les autorités qualifièrent d'accident malheureux, provoqué par une lampe renversée. Mais parmi les décombres, les enquêteurs découvrirent quelque chose qui contredisait la version officielle. 3 corps humains dans le sous-sol, enchaînés à des anneaux de fer scellés dans les murs de pierre. Les registres du greffe du comté, couvrant les années 1847 à 1849, furent entièrement détruits, tout comme les actes de propriété, les certificats de mariage et, surtout, les documents d'héritage de la succession Sutton. Pendant plus d'un siècle, les descendants des familles du comté de Loon murmurèrent au sujet de ce qui s'était réellement passé à la plantation de Bell River durant ces 2 années, au sujet des filles jumelles du colonel Nathaniel Sutton et de l'esclave nommé Marcus, qui avait, d'une manière ou d'une autre, réussi à tout consigner avant de disparaître. Ce que vous allez entendre a été reconstitué à partir de lettres survivantes, de dossiers médicaux provenant de Mobile et de témoignages donnés à une société abolitionniste du Nord, scellés jusqu'en 1963. Avant de poursuivre l'histoire des sœurs Sutton et des secrets qui ont consumé toute une communauté, assurez-vous d'être abonné à Liturgy of Fear et d'activer la cloche de notification. Nous explorons les recoins les plus sombres de l'histoire américaine, ceux que les manuels scolaires n'osent pas aborder, et laissez un commentaire pour nous dire de quel État ou de quelle ville vous écoutez. Nous aimons savoir d'où notre public découvre ces horreurs oubliées. La vérité sur la plantation de Bell River ne commence pas avec l'incendie, mais avec un enterrement 2 ans plus tôt, et avec 2 femmes à qui l'on avait appris que survivre signifiait exercer un contrôle absolu. En 1847, le comté de Loon s'étendait sur les terres les plus fertiles en coton de l'Alabama, une terre noire qui rendait les hommes riches et transformait le paysage en royaume de maisons à colonnes blanches, entourées de 2 champs s'étendant jusqu'à l'horizon. Le chef-lieu, Annville, se trouvait en son centre, un ensemble de bâtiments en briques et de rues en terre battue, où les planteurs faisaient eux leurs affaires, pendant que leurs épouses feignaient d'ignorer d'où venait réellement la fortune familiale. La plantation de Bell River se situait à 8 milles au sud de la ville, accessible uniquement par une route privée serpentant à travers les chaînes d'eau et franchissant 2 affluents de la rivière Alabama. Le colonel Nathaniel Sutton avait construit la maison principale en 1828, un bâtiment de 3 étages comptant 12 pièces et une cuisine séparée, reliée par une galerie couverte. Les quartiers des esclaves, 24 cabanes disposées en 2 rangées parfaitement alignées, se trouvaient à un quart de mille derrière la maison principale, assez proche pour être appelé rapidement, mais suffisamment éloigné pour que le colonel n'ait pas à entendre les bruits des vides qu'il possédait. Le colonel avait fait fortune grâce au coton, mais sa réputation provenait d'autre chose. Il avait servi dans la guerre des Creeks sous Andrew Jackson et en était revenu avec la conviction que l'être humain pouvait être amélioré par un élevage sélectif, comme le bétail. Sa bibliothèque contenait des ouvrages médicaux de Philadelphie, des journaux agricoles de Virginie et une correspondance personnelle avec des universitaires partageant ses convictions sur les hiérarchies de raciales et la destinée biologique. Il tenait des registres méticuleux, mesures, observations, généalogie remontant à 3 générations. Ses voisins le qualifièrent d'excentrique mais brillant. Ses esclaves, eux, l'appelaient autrement, mais jamais à portée d'oreille de blanche. Le colonel ne s'était jamais marié. En 1824, il avait acheté une esclave nommée Ruth auprès d'un marchand de Charleston, décrite dans l'acte de vente comme étant d'un teint exceptionnellement clair et d'allure distinguée. Ruth donna naissance à des jumelles en 1825, Sarah et Catherine. Le colonel les éleva dans la maison principale, leur donna des tuteurs venus de Mobile, les vêtit de robes fines commandées bois la Nouvelle-Orléans, mais il ne les affranchit jamais. Il ne les reconnut dans aucun document légal comme ses filles. Officiellement, elles restaient de sa propriété, un statut qui lui conférait un pouvoir absolu
sur tous les aspects de leur existence. Sarah et Catherine grandirent dans un étrange isolement. Elles apprirent à lire, à écrire, à peindre à l'aquarelle, à jouer du pianoforte. Elles étudièrent la littérature, les mathématiques, la géographie et le français. Mais elles quittaient ni rarement les terres d'Omatsom de la plantation. Le colonel contrôlait les visites, sélectionnant soigneusement chaque contact social selon ses propres critères. Il leur répétait qu'elles étaient les spéciales, qu'elles vont bénéficier d'avantages, les élevant au-dessus de leurs conditions, mais que le monde au-delà de Belle River ne les comprendrait ni ne les accepterait jamais. Il leur enseigna que la sécurité venait de l'isolement, que la confiance était une faiblesse, et que le pouvoir, si limité fût-il, était la seule monnaie qui comptait. Les jumelles assimilèrent ces leçons à la perfection. Elles développèrent leur propre langage de regard et de gestes, finissaient les phrases l'une de l'autre, restaient parfois silencieuses des jours durant, ne communiquant que par des billets échangés à table. Elles portaient des robes identiques, Sarah en vert profond, Catherine en bleu nuit. Elles lisaient les mêmes livres au même rythme, l'une commençant par le début, l'autre par la fin, se rejoignant au milieu. Elles partageaient tout, brosses à cheveux, bijoux, secrets, et finalement, quelque chose de plus sombre. Leur mère, Ruth, mourut en 1839, officiellement d'une pneumonie, bien que les esclaves chuchotassent à propos de bleu sur ses bras et de la peur dans ses yeux durant ces dernières semaines. Après sa mort, le contrôle du colonel sur ses filles se resserra comme un nœud coulant. Il fit installer des verrous sur leurs portes de chambre, que l'on ne pouvait ouvrir que de l'extérieur. Il leur ordonna de rédiger chaque semaine des rapports détaillant leurs activités, leurs pensées, leurs rêves. Il commença à les tester, plaçant des objets de valeur à portée de main pour voir si elles voleraient, les présentant à des visiteurs masculins pour observer leurs réactions, créant des situations destinées à révéler toute trace de rébellion cachée. Pendant ce temps, la plantation prospérait. En 1847, le colonel possédait 63 esclaves, dont le travail produisait 142 balles de coton par an. Il vendait sa récolte par l'intermédiaire d'agents à mobile et réinvestissait les profits dans plus de terres, plus d'esclaves, plus de livres pour sa bibliothèque toujours croissante. La population esclave de Belle River présentait un profil démographique inhabituel, une proportion élevée d'individus à la peau claire, plus d'enfants que ne l'indiquait le taux de natalité, et un schéma troublant de familles séparées et vendues lorsque les enfants atteignaient l'adolescence. Le contremaître, Jonas Pritchett, travaillait à Belle River depuis 15 ans. Il vivait dans un cottage près des quartiers armes des esclaves et exécutait les ordres du colonel avec une précision mécanique. Pritchett tenait ses propres registres, journaux de punition, listes de travail, restrictions alimentaires pour les esclaves, désignés pour le prompt programme de reproduction du colonel. Ces carnets, écrits de sa main serrée, documentèrent des atrocités avec le ton détaché d'un rapport agricole. Quelles femmes étaient propriétés forcées dans quelles cabanes, quels enfants avaient été engendrés par quels hommes, quelles de grossesses avaient été interrompues, et par quelle méthode. Dans la maison principale, Sarah et Catherine comprenaient bien plus que leur père ne le soupçonnait. Elles lisaient ces journaux quand ils partaient en voyage d'affaires, à Mobile. Elles écoutaient derrière les portes, recueillant des bribes de conversation entre Pritchett et le colonel. Elles savaient ce qui se passait dans les quartiers après la tombée de la nuit. Elles savaient quels esclaves étaient leurs demi-frères et sœurs. Elles savaient que leur père considérait les êtres humains comme des sujets expérimentaux dans son laboratoire personnel de théorie raciale. Et elles apprirent à le haïr d'une haine froide et patiente qui l'aurait terrifié s'il l'avait perçu. Le matin du 3 février 1847 se leva anormalement doux, les températures atteignant déjà les 20 degrés avant midi. Le colonel Sutton avait passé la veille au soir dans son bureau, travaillant à la lumière d'une lampe sur une correspondance avec un professeur du Medical College of South Carolina. Le personnel de maison ne remarqua rien d'anormal lorsqu'il ne se présenta pas au petit déjeuner.
Il veillait souvent tard et dormait longtemps. C'est Pritchett qui le trouva vers 10 heures, affaissé dans son fauteuil de cuir, des papiers épars sur son bureau. Le visage du colonel avait une teinte grisâtre, et lorsque Pritchett toucha sa main pour le réveiller, la peau était froide et cireuse. Le docteur Amos Greyfield arriva de Hanville 2 heures plus tard et déclara le colonel Nathaniel Sutton mort, estimant l'heure du décès entre minuit et l'aube. « Crise cardiaque », déclara le docteur Greyfield, à peine un regard sur le corps. L'homme avait 56 ans, il s'est épuisé au travail. Je l'avais prévenu, tempérament colérique, surmenage mental. Le cœur lâche, tout simplement. Mais plusieurs détails contredisaient à ce diagnostic commode. Le plateau du dîner du colonel, apporté la veille, à 8 heures, reposait sur une table d'appoint, la nourriture à peine touchée. Une tasse de café, depuis longtemps refroidie, présentait au fond un résidu étrange, une fine poudre scintillant faiblement sous la lampe. La dernière lettre du colonel, adressée à son avocat de Mobile, restait inachevée, interrompue en plein milieu d'une phrase « J'ai pris certaines dispositions concernant l'avenir de mes filles qui doivent être exécutées exactement comme stipulé, pour leur propre protection et pour la préservation de l'œuvre de ma vie. Si quelqu'un devait tenter de… » La plume avait dérapé hors de la page, comme si sa main avait soudain manqué de force. Sarah et Catherine se tenaient dans le couloir, devant le bureau de leur père, vêtues de robes de deuil assorties qu'elles semblaient avoir préparées à l'avance, sans même savoir sa mort. Leur visage ne montrait donc ni larmes, ni choc, ni tristesse. Elles se tenaient la main, les doigts entrelacés, observant la scène avec un calme attentif et identique. « Nous devrions l'examiner plus attentivement », suggéra M. Harold Brinidge, un planteur voisin venu présenter ses condoléances. « Nathaniel était en bonne santé le mois dernier, lorsque je l'ai vu au tribunal. Tout cela semble bien soudain. »« Il s'est tué à la tâche », rétorqua sèchement le docteur Greyfield, irrité qu'on mette en doute son jugement. « J'ai vu cela des centaines de fois. Le corps finit par céder. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, je dois parler aux filles pour les arrangements funéraires. » Mais il n'en eut pas l'occasion. Sarah prit la parole, sa voix parfaitement posée, froide comme la pluie de janvier. « Docteur Greyfield, nous vous remercions de votre présence rapide. Les funérailles auront lieu dans 3 jours, l'enterrement dans le caveau familial. Monsieur Jeremiah Osgood, l'avocat de notre père à Mobile, a été convoqué et devrait arriver demain soir. D'ici la lecture du testament et le règlement de la succession, Catherine et moi gérerons les affaires de la plantation. » Pritchett continuerait à officier en tant que contremaître, sous notre supervision directe. Les hommes dans la pièce échangèrent des regards. Les femmes ne dirigeaient pas de plantation, certainement pas des femmes non mariées, à peine âgées de 22 ans. Et il y avait autre chose, quelque chose qu'ils n'arrivaient pas à formuler, une impression que Sarah et Catherine attendaient ce moment depuis longtemps, qu'elles avaient répété ces mots et savaient exactement comment les événements allaient se dérouler. « Mademoiselle Sarah », commença M. Brinidge, sur le ton condescendant que les hommes réservaient aux femmes lorsqu'elles abordaient des sujets qu'ils jugeaient au-dessus de leur compréhension, « vous ne pouvez sérieusement penser que… » « Notre père nous a instruites précisément en prévision de cette éventualité, » l'interrompit Catherine, la voix aussi ferme et mesurée que celle de sa sœur. « Nous comprenons la rotation des cultures, les marchés, la gestion du travail dans les champs. Nous avons étudié ces méthodes pendant des années. Cette plantation continuera à fonctionner au même niveau de productivité. Ce que les hommes ignoraient, ce qu'ils ne pouvaient le savoir, c'est que Sarah et Catherine s'étaient préparées à ce jour depuis des mois. Elles avaient étudié les registres de comptes de leur père, mémorisé les noms et les capacités de chaque personne asservie sur la propriété, appris quels marchands de Hanville pouvaient être manipulés et lesquels il valait mieux éviter. Elles avaient prévu chaque éventualité, sauf une, le contenu précis du testament de leur père. Les funérailles eurent lieu le 6 février, sous un ciel gris menaçant la pluie
sans jamais la donner. 43 voisins et associés vinrent assister à la cérémonie, rassemblés dans le salon où le corps du colonel reposait dans un cercueil, en noyer doublé de satin blanc. Le révérend Samuel Yates, de l'église presbytérienne de Annville, prononça une oraison funèbre vantant les contributions du colonel à la prospérité agricole de l'Alabama et son dévouement au progrès de la science. Aucun esclave de Belle River n'assista à la cérémonie, mais le soir venu, ils se réunirent dans leur quartier pour une célébration à eux, un mélange de cantiques chrétiens et de chants anciens, louant la libération et le règlement des comptes. Ils chantaient à voix basse, mais le son portait jusqu'à la véranda où Sarah et Catherine étaient assises. « Ils croient mais qu'ils sont libres, maintenant, » murmura Sarah. « Ils apprendront vite le contraire, » répondit Catherine. Jeremiah Osgood arriva de Mobile le soir suivant les funérailles. Un homme corpulent d'une 50aine d'années, aux cheveux argentés et aux manières prudentes de celui qui a souvent à annoncer de mauvaises nouvelles à des gens puissants. Il portait une sacoche de cuir contenant le testament du colonel Sutton et plusieurs documents scellés, destinés uniquement aux jumelles. La lecture eut lieu dans le bureau du colonel, désormais débarrassé de tout indice de ses dernières heures. Sarah et Catherine s'assirent, côte à côte sur un canapé, leurs robes de deuil noires bruissant doucement lorsqu'elles bougèrent. Pritchett se tenait près de la porte, non invité mais toléré, le visage impassible. Osgood sortit de sa sacoche un document épais relié d'un ruban noir. Le colonel Sutton a révisé son testament le 12 décembre 1846, dit-il, moins de 2 mois avant sa mort. Les dispositions sont peu conventionnelles. Les premiers 2 paragraphes étaient lignes classiques, dons de charité à l'église presbytérienne, legs d'objets personnels à divers amis. Puis Osgood atteignit la section concernant la plantation et ses habitants. À mes deux filles, Sarah et Catherine Sutton, je lègue la totalité de la plantation de Belle River, incluant toutes les terres, bâtiments, bétail, équipements et biens humains, à posséder conjointement et à parts égales. Cependant, ce legs est conditionné aux stipulations suivantes, qui doivent être satisfaites dans les 24 mois suivant mon décès. Osgood fit une pause, se racla la gorge et poursuivit. Premièrement, mes 2 filles doivent contracter un mariage chrétien, légitime avec des hommes de caractère et de statut convenable, approuvé par l'exécuteur testamentaire de cette succession. Deuxièmement, ces mariages doivent produire une descendance légitime dans le délai imparti. Troisièmement, mes filles doivent maintenir la plantation à son niveau actuel de productivité et démontrer une gestion saine de ses ressources. La main de Sarah se crispa sur celle de Catherine, leur jointure blanchissant. Si ces conditions ne sont pas remplies, lut Osgood, la voix plus basse, la plantation de Belle River et tous ses actifs seront vendus aux enchères publiques et les profits distribués équitablement entre les institutions suivantes. La liste comprenait des collèges agricoles, des sociétés médicales et des organisations vouées à l'avancement de la compréhension scientifique des populations humaines, la dernière tentative du colonel pour assurer la survie de son idéologie. « Il y a autre chose », dit Osgood en sortant un second document, « une lettre privée à votre intention. » Il tendit l'enveloppe scellée à Sarah, qui rompit le seau de cire avec son ongle. À l'intérieur, l'écriture de leur père couvrait 3 pages d'un épais papier de coton. Catherine se pencha et elles le lurent ensemble, en silence. La lettre expliquait la logique du colonel avec une clarté glaçante. Il avait observé leur attachement anormal, leur rejet des intérêts féminins traditionnels tels que la cour ou le mariage. Il avait conclu qu'elles ne se sépareraient jamais volontairement, qu'elles ne formeraient pas d'alliance convenable avec des hommes capables de poursuivre son œuvre. Il avait donc créé une situation où elles n'auraient pas le choix, se marier et enfanter, ou tout perdre. Mais le dernier paragraphe était encore plus troublant. J'ai pris des dispositions pour m'assurer que vous fassiez le bon choix. Mon réseau de correspondance s'étend dans tout l'État et au-delà. On vous observera, on me rendra compte de votre conduite et de vos décisions.
Souvenez-vous toujours que vous êtes ce que j'ai fait de vous, et que vous ne pouvez échapper à la vérité fondamentale de votre nature, quelle que soit votre prétention. Le sang qui coule dans vos veines est à la fois votre privilège et votre prison. Sarah replia la lettre avec soin et la remit dans l'enveloppe. Lorsqu'elle releva la tête vers Osgood, son visage ne trahissait des riens. « Nous comprenons les conditions. Qui est l'exécuteur ?»« Moi-même, » répondit Osgood, « ainsi que M. Breenidge, en tant que co-exécuteur. Nous sommes chargés d'approuver tout projet de mariage et de veiller au respect des stipulations. » « 24 mois, dit Catherine. Cela nous mène à février 1849. Exactement. Mais je dois dire, mesdames, que les dispositions de votre père sont singulières. La plupart des avocats auraient donc déconseillé. L'esprit de notre père lui appartenait en propre, coupa Sarah. Nous obéirons à ses volontés. À présent, si vous voulez bien nous excuser, nous avons des affaires à gérer. Après le départ d'Osgood, qui promit de revenir dans 6 mois pour évaluer leur progrès, les jumelles restèrent dans le bureau. Elles s'assirent dans le fauteuil de leur père, Catherine sur le siège, Sarah sur l'accoudoir, regardant les murs couvertes de journaux et de textes médicaux, les registres retraçant 20 ans d'expériences humaines déguisées en gestion agricole. « Nous ne trouverons pas d'époux convenable en 24 mois, dit enfin Catherine. Il savait que c'était voué à l'échec. « Pas si nous contrôlons toutes les variables, » répondit Sarah. « Père nous a bien appris cela. Il croyait qu'on pouvait élever les humains comme du bétail, que chaque aspect de la reproduction pouvait être dirigé. Nous allons lui donner raison, mais pas de la manière qu'il aurait voulu. »« Que veux-tu dire ?» Sarah se leva, ouvrit le tiroir inférieur du bureau de leur père et en tira un journal relié de cuir. Elle l'ouvrit à une page marquée d'un ruban de soie. Les registres d'élevage de père. Il a tout noté. Quelle combinaison donnée, quels résultats, quelle lignée il jugeait supérieure, quels individus il désignait pour son programme. Catherine la rejoignit et lut par-dessus son épaule. Les entrées dont étaient ces cliniques déshumanisantes, décrivant des êtres humains comme du bétail. Homme acheté, environ 25 ans, domaine Williamson. Bonne dentition, dos solide, apprend vite. Marque visible sur le dos, propriété antérieure en Virginie. Apparié avec femelle numéro 4. Résultat, un garçon vendu en 1837, une fille gardée pour reproduction future. C'était un monstre, murmura Catherine. Oui, répondit Sarah, mais un monstre méthodique, et quelque part dans ces pages se trouve la solution à notre problème. Durant les semaines suivantes, Sarah et Catherine se plongèrent dans les écrits de leur père. Elles découvrirent l'étendue complète de ses obsessions. Des journaux couvrant 20 ans, des généalogies détaillées, des mesures physiques, des observations sur le tempérament et les aptitudes. Il avait transformé Belle River en laboratoire, sa population esclave en sujets expérimentaux, tout cela au service de ses théories sur les hiérarchies d'hommes raciales et les améliorations humaines. Mais au milieu de ces documents, elles s'en trouvèrent l'inattendu, la preuve de l'intelligence, de la résistance et de la dignité de ceux que leur père avait voulu réduire à des données. Des esclaves qui avaient appris à lire malgré les interdictions, des femmes qui utilisaient des herbes pour contrôler leur fécondité et saboter discrètement le programme du colonel, des hommes qui ralentissaient le travail ou cassaient les outils en simulant la maladresse. Leur père notait ces insuffisances sans comprendre qu'il observait des actes de rébellion. Un nom revenait souvent dans les derniers journaux, toujours accompagné de notes de frustration. Ruth, leur mère. Le colonel l'avait achetée en espérant une femme docile pour porter ses enfants. Il avait trouvé une femme forte, qui lui résistait en silence, qui avait appris à ses filles à lire en cachette, qui leur parlait de la vie d'avant, semant en elles le doute et la défiance. « Elle a essayé de nous protéger », dit Catherine en caressant du doigt le nom de leur mère dans le registre, même quand elle ne pouvait plus se sauver, elle-même. « Alors nous lui devons plus que la survie, » répondit Sarah. « Nous lui devons la victoire. » Mais la victoire exigeait des ressources, du temps
et un dernier élément qu'elle n'avait pas encore. Un homme qu'elle pourrait contrôler totalement, dont la présence satisferait à la lettre du testament tout en trahissant l'esprit. La solution arriva à la fin d'avril sans qu'elle ne la reconnaisse immédiatement. La foire printanière de Haynesville attirait vendeurs et acheteurs de tout le centre de l'Alabama, transformant la place du tribunal en marché de misère humaine. Des esclaves se tenaient là sur une estrade, pendant que des hommes blancs les examinaient comme du bétail, inspectant leurs dents et leurs muscles, posant des questions intrusives sur leur santé et leur passé. L'air sentait la poussière, la sueur et la peur. Sarah et Catherine y assistèrent, accompagnées de Pritchett, officiellement pour acheter de nouveaux ouvriers pour les champs qu'elle comptait agrandir. El Jodo portait encore des voiles noirs, en deuil, ce qui leur conférait l'anonymat au sein de la foule et leur permettait d'observer, sans être observés, de trop près. Les ventes du matin se déroulèrent comme d'habitude. Les travailleurs des champs, achetés par des propriétaires de plantations, les domestiques envoyés dans des familles de la ville, des enfants arrachés à leurs parents et vendus à différents acheteurs. Puis, peu avant midi, quelque chose d'inhabituel se présenta sur l'estrade. « Prochain lot », annonça le commissaire-priseur. Propriété du domaine Granville, récemment décédé. Un homme, environ 28 ans, nommé Marcus, lettré, sait écrire, a travaillé comme domestique et précepteur des enfants Granville. Aucun antécédent de rébellion, aucune tentative de fuite. Mise à prix, $1000. Marcus se tenait droit sur l'estrade, le regard ferme et égal, ni défiant ni soumis. Il portait des vêtements propres, mais usés, et ses mains, celles d'un homme habitué au registre plutôt qu'au coton, ne portaient aucun cal. Sa peau était de quelques tons plus clairs que celle de la plupart des personnes vendues. Ce matin-là, signe probable d'ascendance mêlée. Mais ce qui attira surtout l'attention de Sarah fut autre chose, la façon dont il scrutait la foule, non pas avec la résignation abattue qu'elle attendait, mais avec calcul, comme s'il évaluait les acheteurs potentiels tout autant qu'il l'évaluait. « Un esclave instruit, c'est un risque !» lança quelqu'un dans la foule. « Ça se prend pour plus qu'il n'est. »« Parfait pour un foyer qui a besoin d'un comptable, » répondit le commissaire-priseur. « Combien parmi vous savent équilibrer leurs comptes? Voici un homme qui peut le faire pour vous. » Les enchères débutèrent lentement. La plupart des planteurs ne voulaient pas d'un esclave instruit, trop dangereux, capable de lire des journaux abolitionnistes, de falsifier des laissez-passer. Mais quelques marchands de la ville se montrèrent intéressés, voyant l'utilité d'un homme capable de tenir leurs livres ou leur correspondance. Sarah se pencha vers Pritchett. « Enchérissez. Nous n'avons pas besoin de... »« Faites-le. » Pritchett leva la main. « 1000. 1200 » cria un marchand venu de Montgomery. « 1300 » lança Pritchett. Les enchères montèrent jusqu'à 1600 avant que le marchand n'abandonne, secouant la tête devant le prix exorbitant pour un seul esclave, fût-il instruit. Sarah avait payé bien au-dessus du marché, un fait qui nourrirait les commérages dans les semaines suivantes. Marcus fut livré à Belle River 3 jours plus tard, après avoir parcouru à pied les 13 kilomètres depuis Annville, avec ses quelques effets dans un sac de toile. Pritchett l'accueillit à l'entrée de la plantation et le conduisit directement à la maison principale, où Sarah et Catherine l'attendaient dans le bureau. « Vous savez lire et écrire, » dit Sarah. « Ce n'était pas une question. »« Oui, madame. » La voix de Marcus était mesurée, éduquée, sans rien révéler de ses pensées. « Vous étiez le précepteur des enfants Granville. Que leur enseignez-vous? » La lecture, l'écriture, l'arithmétique, un peu de géographie et d'histoire, selon le souhait de leur père. Catherine tourna lentement autour de lui, l'évaluant. Les Granville étaient connus pour être des abolitionnistes, des Quakers, je crois. Ils permettaient à leurs esclaves d'apprendre. Pour la première fois, quelque chose passa dans les yeux de Marcus. Peut-être de la lassitude, ou la reconnaissance que cette conversation était plus complexe qu'elle n'en avait l'air. Monsieur Granville croyait que toutes les personnes
possédait une âme et un esprit dignes d'être cultivés, madame. Et vous? Demanda Sarah. Que croyez-vous? Je crois que je me tiens devant deux femmes qui ont payé trop cher pour moi et qui ont manifestement quelque chose de précis en tête, au-delà du travail des champs. Les jumelles échangèrent un regard. Leur père leur avait appris à considérer les esclaves comme des objets, incapables d'analyse ou de pensée autonome. Marcus venait d'en démontrer l'inverse en moins de 30 secondes. « Nous avons une situation particulière, » dit Sarah prudemment. « Notre père était mort récemment, laissant des conditions à notre héritage qui exigent des solutions créatives. Nous avons besoin de quelqu'un d'instruit, de discret et capable de comprendre des arrangements complexes. Quel genre d'arrangements? Du genre qui doivent de rester privés au sein de cette maison, répondit Catherine. Vous vivrez ici, pas dans les quartiers. Vous aurez accès à la bibliothèque de notre père. Vous serez bien traité, bien nourri, bénéficierez de libertés exceptionnelles ailleurs. Mais en échange, vous ferez exactement ce que nous dirons, quand nous le dirons, sans question ni hésitation. Marcus resta silencieux un long moment, puis, d'une voix très calme, « Et si je refuse ces termes non énoncés? Alors vous serez vendu au sud, » dit Sarah d'un ton neutre, « vers les plantations de coton du Mississippi, où les esclaves instruits sont travaillés à mort pour les briser de toute prétention intellectuelle. Je peux vous mettre sur un bateau dans la semaine. » La menace n'était pas vide, et Marcus le savait. « Que voulez-vous de moi? » « Cela dépend, » dit Catherine. « Pouvez-vous garder des secrets, même ceux qui peuvent être utilisés comme des armes? J'ai gardé des secrets toute ma vie, madame. Il le fallait, pour survivre. » Sarah s'approcha de la fenêtre, regardant la plantation. « Le testament de notre père nous oblige à nous marier dans les 24 mois, sinon nous perdons tout. Mais nous n'avons aucune intention de nous soumettre à des mariages arrangés par des hommes qui nous voient comme une propriété. Alors, nous allons détourner les termes, tout en les respectant formellement. » « Je ne comprends pas. »« Vous comprendrez, » dit Catherine. « Mais d'abord, nous devons savoir si nous pouvons vous faire confiance. Totalement. » Les jours suivants, Sarah et Catherine mirent Marcus à l'épreuve, subtilement et ouvertement. Elles lui donnèrent accès à la bibliothèque et observèrent ce qu'il lisait, lui posèrent des questions politiques pour déceler des sympathies abolitionnistes, surveillèrent donc ses interactions avec les autres esclaves. Marcus se montra remarquablement adaptable, réservé, réfléchi, intelligent, habitué à survivre dans un équilibre dangereux, précieux, mais redouté. Ce que les jumelles ignoraient, c'est que Marcus avait ses propres secrets. Les Granville étaient en effet des Quakers abolitionnistes, membres d'un réseau qui recueillait des témoignages sur les horreurs des plantations. Marcus avait passé 5 ans à consigner ces atrocités, dans un code qu'il avait inventé. Lorsque les Granville moururent subitement, il fut vendu avant que l'on ne découvre la malle qu'il avait dissimulée, pleine de preuves. Il avait réussi à sauver ses carnets, cachés dans une Bible évidée. À Bell River, il s'attendait à une nouvelle période d'observation, pas à devenir le centre d'un projet aussi dangereux. Mi-mai, le plan devint clair. Marcus servirait de secrétaire privé aux jumelles, gérant la comptabilité et la correspondance, mais aussi confident d'un complot encore flou. Un soir de juin, Sarah lui révéla enfin tout. Le testament nous oblige à nous marier et à enfanter sous 24 mois. Les exécuteurs doivent approuver nos époux, des hommes de bonne réputation. Mais le testament ne dit rien sur leur convenance pour nous. Marcus fronça les sourcils. Catherine sourit, un éclat sauvage dans les yeux. Nous épouserons des hommes que nous pourrons contrôler, vieux, malades ou désespérés, prêts à tout pour un lien avec Bell River. Ils nous donneront la légitimité légale sans interférer. « Et les enfants ?» demanda Marcus, devinant déjà. « La biologie reste la biologie, » répondit Sarah. « Notre père a passé 20 ans à prouver qu'on pouvait la gérer. Les exécuteurs verront des mariages, des grossesses. Ils n'ont pas besoin de savoir ce qui se passe derrière les portes closes. » Le sens complet le frappa comme une gifle glacée. Elle voulait qu'il engendre leurs enfants.
Vous me demandez de commettre un acte qui pourrait nous faire tuer tous les trois. Personne ne le découvrira, coupa Catherine. Nous contrôlons tout ici. Les mariages seront organisés, les témoins choisis. Vous serez protégés. Marcus rit amèrement. Protégé? Je suis un esclave. Il n'y a pas de protection pour moi. Si cela échoue, vous serez ruiné. Moi, je serai pendu ou brûlé. Justement, dit Sarah, vous aurez tout intérêt à ce que cela réussisse, et en échange, vous obtiendrez quelque chose qui vaut le risque. Qu'est-ce qui pourrait valoir ma liberté? Ta liberté, justement, dit Catherine calmement, légalement attestée, accompagnée d'argent pour recommencer ta vie au nord. Marcus les observa, cherchant un mensonge, mais trouva une vérité glaciale. Et si je refuse? Tu ne refuseras pas, dit Sarah, parce que tu veux la liberté plus que tu ne crains la mort. Elle avait raison, mais Marcus voyait dans leur projet plus qu'une évasion, une chance de tout documenter, d'exposer l'horreur depuis l'intérieur. Je le ferai, dit-il enfin, à une condition. Tu n'es pas en position d'imposer des conditions, dit Catherine. Je le suis. Si vous voulez ma coopération plutôt que ma résistance, je veux tout savoir, les journaux, les lettres, les registres de reproduction. Si je risque ma vie, je veux comprendre le contexte. Les sœurs se regardèrent. Donner à Marcus un accès total était dérisqué, mais le refuser le serait plus encore. D'accord, dit Sarah, mais vous les étudierez ici, dans cette pièce, sous notre supervision. Rien ne quitte cette maison. Acceptable. Ce qu'aucun d'eux ne dit à voix haute, c'est qu'ils venaient tous trois, de conclure un marché avec quelqu'un en qui ils n'availlaient pas une confiance totale, misant leur avenir sur une tromperie si audacieuse qu'elle ne pourrait réussir que si chaque élément s'alignait parfaitement. Et dans le comté de Loon, en Alabama, en 1847, la perfection était une denrée rare. Les mois d'été apportèrent à Belle River une chaleur accablante, de celle qui rend l'air aussi épais que le sirop et transforme chaque tâche physique en supplice. Mais à l'intérieur de la maison principale, derrière les volets clos et les rideaux tirés, une autre forme de pression montait. Sarah et Catherine commencèrent leur recherche de mari convenable avec le froid calcul que leur père leur avait enseigné. Elles avaient même besoin d'hommes répondant aux critères de caractère et de statut exigés par les exécuteurs testamentaires, mais aussi assez vulnérables pour être manipulés. Elles dressèrent une liste d'après les suggestions d'Osgood et leurs propres observations de la société du comté de Loon. Le premier candidat fut M. Edmund Varley, veuf de 68 ans, dont l'exploitation cotonnière dépérissait depuis le départ de ses fils partis tenter leur chance au Texas. Varley, ami du colonel, manifesta un intérêt immédiat lorsqu'on lui parla d'une éventuelle union avec l'une des jumelles. « Une magnifique opportunité », déclara-t-il lors de sa première visite à Belle River en juillet, ses yeux troubles parcourant le corps de Catherine avec une expression qui lui donna la nausée. « L'union de deux belles propriétés, la continuation de l'héritage de votre père. Je serais honoré de vous guider dans les complexités de la gestion d'une plantation. » Catherine sourit sans répondre. Après le départ de Varley, elle se frotta les mains à s'en faire saigner dans le bassin, comme pour effacer le souvenir de sa paume sur son bras pendant la visite du domaine. « Il fera l'affaire, » dit Sarah d'un ton clinique. « Il est désespéré de restaurer sa réputation après l'échec de sa récolte. Il acceptera n'importe quelle condition prénuptiale pour sécuriser l'alliance. »« Je ne peux pas, » murmura Catherine. « Sarah, je ne peux pas le laisser me toucher. » « Il ne le fera pas, c'est tout le but. Le mariage n'était qu'une fiction légale. Marcus sera le père de l'enfant, Varley en aura le crédit et nous garderons le contrôle. » Mais organiser deux mariages de ce genre se révéla bien plus complexe que prévu. Les exécuteurs, en particulier Brinidge, avaient tant des opinions tranchées sur les unions convenables. Lorsque Sarah proposa d'épouser un marchand de Mobile, un homme de 42 ans ayant une réussite modérée dans le commerce du coton, Brinidge rejeta aussitôt la suggestion. « Antécédents inappropriés, » déclara-t-il. « Votre père voulait que vous épousiez des familles de planteurs établis, pas des commerçants. »
Le grand-père de cet homme était un serviteur sous contrat, bon sang. Les jumelles protestèrent, arguant que le testament ne précisait pas « famille de planteurs », mais simplement des hommes de caractère et de position convenables. Brinidge resta inflexible, menaçant de saisir les tribunaux pour clarifier l'intention du testament si elle persistait. « Il essaie de nous forcer dans des mariages qui l'avantagent », fulmina Sarah après une réunion particulièrement houleuse. « Il a des fils, tu te rends compte ? Il espère sans doute marier l'une de nous à sa propre famille. » Pendant que les négociations piétinaient, Marcus s'enfonçait dans les papiers du colonel Sutton. Ce qu'il y découvrit dépassait ses pires craintes. Le programme d'élevage du colonel avait fonctionné pendant 20 ans avec une brutalité systématique. Il avait imposé des accouplements précis, vendu les enfants ne répondant pas à ses critères, séparé les familles sans considération pour les liens humains. Tout était documenté dans une langue clinique qui réduisait les gens à des données. Femme numéro 7 montre une résistance aux assignations de reproduction. Recommande discipline accrue et isolement pour induire la soumission. Mais les journaux contenaient aussi autre chose, des preuves d'un réseau. Le colonel n'agissait pas seul, il correspondait avec d'autres planteurs, des médecins, des universitaires du Sud. Ils échangeaient leurs résultats, comparaient leurs méthodes, discutaient des moyens d'avancer leurs théories sur les hiérarchies homme-raciales et le perfectionnement humain. Marcus commença à copier soigneusement les passages les plus accablants sur du papier fourni par Sarah, écrivant tard dans la nuit, lorsque les jumelles dormaient. Il développa un système pour cacher ses copies dans une section creusée de son matelas, créant une archive secrète destinée à remonter un jour vers le nord. Mais il remarqua aussi quelque chose que les jumelles ne mentionnaient pas. Un schéma de maladie parmi les esclaves de Belle River. Fin juillet, 3 femmes présentèrent des lésions, de la fièvre, une faiblesse croissante. Pritchett signala cela sans importance, suggérant de les isoler. Mais Marcus avait lu les notes médicales privées du colonel. Il reconnut la syphilis. Le colonel avait infecté plusieurs femmes, volontairement ou par ses abus systématiques. Désormais, la maladie se répandait dans les quartiers, transmise de couple en enfant. Marcus apporta ses découvertes à Sarah et Catherine un soir, étalant les textes médicaux annotés par leur père. « Votre père leur a donné la syphilis. Soit il l'a contractée et transmise, soit il les a exposés volontairement. Les journaux suggèrent les deux. Et ça les tue. » Le visage de Catherine pâlit. « Combien ? » Au moins 7 avec symptômes. Mais elle peut rester dormante des années. Sans examen médicaux complet, impossible de savoir combien sont infectés. Sarah se leva brusquement, le dos raide. « Peut-on la traiter ? » Avec du mercure, parfois. Mais le remède est presque aussi dangereux que la maladie, et il faudrait un médecin prêt à soigner correctement des esclaves. « Faites-le quand même, » dit Sarah sans se retourner. « Achetez les médicaments nécessaires à Mobile. Faites venir un docteur. Et s'il refuse de les traiter convenablement, trouvez-en un autre. Miss Sarah, le coup. Je me fiche du coup. Notre père a fait cela. Nous ne les laisserons pas mourir à cause de sa dépravation. » Ce fut la première fissure dans la façade que Marcus observait. Le premier signe que les jumelles pouvaient agir par autre chose que l'intérêt personnel. Le docteur Greyfield arriva 2 jours plus tard, irrité d'être appelé pour traiter des esclaves. Il examina les femmes malades avec dégoût, confirma le diagnostic et prescrivit des traitements au mercure, sans se soucier du résultat. « Le traitement dure des mois, » dit-il. « Pas de garantie. Ce serait plus économique de les isoler et laisser la nature faire. Remplacez-les par du sang neuf. »« Nous prendrons votre prescription, » répondit Catherine froidement, « et vous examinerez toute la population esclave. »« 40 personnes ?» s'étonna le docteur. « Les dépenses seront à notre charge. Quand commencez-vous ? » Les examens eurent lieu sur 3 jours, en août. Greyfield nota les symptômes dans un registre, tel un inspecteur de bétail. Le résultat fut pire que ce que Marcus redoutait. 14 cas confirmés, 8 probables. Presque un tiers de la population de Belle River infectée. Sarah prit la décision que leur père aurait trouvée insensée. « Nous allons les soigner tous, » déclara-t-elle. «
Achetez le mercure, les bandages, tout. Améliorez leurs rations, réduisez les quotas, et Marcus, vous superviserez les traitements. Miss Sarah, protesta Pritchett, cela coûtera des milliers et réduira la productivité. Votre père n'aurait jamais. Notre père a fait cela, coupa Catherine. Nous corrigeons ses crimes. Elle me ne dira pas tout haut les vraies raisons. Une part était pragmatique. Des esclaves morts ne travaillaient que pas. Une part venait de la culpabilité. Mais une autre part, plus profonde, relevait d'un réveil moral, la prise de conscience que le plus grand crime de leur père n'était pas seulement la violence, mais la croyance que les êtres humains n'étaient que des instruments à son service. Marcus, témoin de tout cela, sentit sa haine se compliquer d'une compréhension douloureuse. Ces deux femmes n'étaient pas des monstres. Elles étaient les produits déformés d'un monstre. Pendant ce temps, les négociations de mariage atteignirent un point critique. En septembre, Brinidge arriva à Bell River avec une proposition. Son neveu, Thomas Brinidge, 34 ans, récemment revenu de la Nouvelle-Orléans après la faillite de sa maison de courtage. Thomas avait besoin d'un nouveau départ. Sarah, d'un mari que les exécuteurs approuveraient. « Union parfaite », déclara Brinidge. Thomas a une lignée impeccable, comprend la gestion d'une plantation et saura vous offrir la direction masculine dont vous avez besoin. Sarah rencontra Thomas 2 fois avant de se décider. Il était faible, vaniteux et criblé de dettes, donc parfait pour ses plans. « J'accepte, » dit-elle à Brinidge, à condition qu'un contrat prénuptial me donne le contrôle exclusif de Bell River. Thomas reçoit un revenu annuel, mais n'a aucune autorité de décision sur les opérations de la plantation, et le mariage n'aura pas lieu avant que le mariage de ma sœur ne soit également arrangé. Ces conditions sont très inhabituelles. Ces conditions ne sont pas négociables. Thomas est assez désespéré pour accepter. Nous le savons tous les deux. Brinidge bafouilla, mais ne put contester cette évaluation. Thomas accepta, signant un contrat prénuptial qui faisait essentiellement de lui une figure de proue rémunérée en échange de respectabilité et de liberté vis-à-vis de ses créanciers. Le mariage de Catherine se révéla plus difficile. Edmund Vley s'était lassé et avait tourné son attention vers une veuve de Montgomery. Les exécuteurs rejetèrent 3 autres candidats pour diverses raisons. Le temps pressait. Ils avaient, jusqu'en février 1849, et nous étions déjà en octobre 1847. Puis Catherine fit une suggestion qui changea tout. « Et si je ne me mariais pas du tout ?» Sarah leva les yeux des registres qu'elles examinaient. « Le testament exige que nous deux nous marions dans les 24 mois. Il ne dit rien sur le fait de rester mariés. Je pourrais me marier, tomber enceinte, et ensuite, les accidents arrivent, surtout aux maris maladifs. » Le silence tomba dans la pièce. Marcus, assis au bureau où il copiait la correspondance, sentit un frisson glacé parcourir son dos. « Tu suggères un meurtre, » dit-il calmement. « Je suggère que nous respections la lettre du testament de père par tous les moyens nécessaires, » répondit Catherine. « Il n'a jamais précisé que les maris devaient en survivre. »« Catherine, » commença Sarah, « ne fais pas semblant de ne pas y avoir pensé. Thomas Brinidge sera un problème. Il est faible, mais pas stupide. Une fois marié, il essaiera d'imposer son autorité, grossesse ou non. Les hommes comme lui le font toujours. Ils ne peuvent pas s'en empêcher. » Sarah ne répondit pas, ce qui suffisait comme réponse. Marcus comprit à cet instant qu'il s'était lourdement trompé. Il avait cru que les jumelles étaient victimes de leurs circonstances, des femmes piégées, cherchant à échapper au contrôle de leur père par des moyens désespérés. Mais elles étaient les filles de leur père d'une manière plus profonde que le sang. Elles avaient appris à voir les gens comme des obstacles à gérer ou à éliminer. « Si vous prévoyez de tuer quelqu'un, » dit-il prudemment, « je ne veux rien avoir à faire avec ça. Ce n'est pas ce que j'ai accepté. »« Tu as accepté de faire ce qu'on te dit, » lui rappela Catherine. « Et tu continueras, parce que l'alternative, c'est d'être vendu dans le Sud, tu te souviens ? Alors vendez-moi dans le Sud, je ne serai pas complice d'un meurtre. » Les jumelles échangèrent un regard. Sarah parla la première,
d'une voix plus douce. Catherine parle en théorie. Nous ne planifions pas de tuer qui que ce soit, mais elle a raison. Nous devons envisager toutes les possibilités. La situation est plus compliquée que prévu. Marcus ne la crut pas, mais il savait aussi qu'il n'avait pas de bonnes options. S'il refusait de coopérer, elle pouvait effectivement le vendre, et ses papiers seraient bien perdus. S'il dénonçait leurs plans aux autorités, il serait ignoré. La parole d'un esclave contre celle de femmes bâties blanches, et probablement exécuté pour avoir osé les accuser. Alors il fit ce que les esclaves avaient toujours fait. Il hocha la tête, accepta, et commença à planifier comment se protéger lorsque la violence inévitable surviendrait. Novembre apporta le premier gel et un nouveau développement. Le mariage de Sarah avec Thomas Brinidge fut fixé au 15 décembre. La cérémonie aurait lieu à Bell River, sous la direction du révérend Yates. Catherine serait demoiselle d'honneur. Les exécuteurs assisteraient à la cérémonie pour constater l'accomplissement de la première condition. Mais derrière les préparatifs du mariage, des plans plus sombres prenaient de forme. Sarah et Marcus commencèrent donc leur relation physique début novembre. Des rencontres cliniques qui se déroulaient dans le bureau verrouillé après que Catherine se soit retirée. Sarah abordait cela avec la même froide efficacité qu'elle appliquait à la gestion de la plantation. C'était de la reproduction, pas de l'intimité, une fonction biologique nécessaire pour atteindre un objectif. Marcus trouvait cela profondément troublant, non à cause du tabou racial qu'il violait, bien que ce danger planait sur chaque rencontre, mais à cause du vide émotionnel de ses actes, de la façon dont Sarah pouvait séparer totalement les gestes physiques de toute connexion humaine. « Mon père a fait cela à des dizaines de femmes, dit-elle un soir après, alors qu'ils étaient allongés, à distance sur le sol du bureau. Il les a forcés exactement dans cette situation, et j'ai juré de ne jamais être comme lui. Et pourtant, me voilà. »« Tu ne me forces pas, » dit Marcus, bien que ce ne fût pas tout à fait vrai. La menace d'être vendu dans le Sud planait sur tout. N'était-ce pas le cas? Tu es esclave. Par définition, tu ne peux pas consentir. Je me dis que c'est différent, parce que je t'offre la liberté après, parce que nous sommes partenaires dans cette tromperie. Mais nous ne sommes pas partenaires. Je te possède. Il ne peut y avoir de consentement dans cette dynamique. C'était la chose la plus honnête qu'elle lui ait jamais dite, et cela rendait tout encore pire parce que cela signifiait qu'elle savait exactement ce qu'elle faisait, et qu'elle le faisait quand même. À la mi-novembre, Sarah était enceinte. Le docteur Greyfield le confirma lors d'une visite pour vérifier les traitements contre la syphilis. Les exécuteurs furent ravis. Une condition remplie, il n'en restait qu'une. Thomas Brinidge, arrivé à Bell River 2 semaines plus tôt pour préparer le mariage, accueillit la nouvelle avec la satisfaction naïve d'un homme convaincu que sa propre virilité expliquait tout. La situation de Catherine restait en suspens. Elle avait rejeté 6 prétendants potentiels, frustrant les exécuteurs et rapprochant dangereusement le calendrier de la date limite. Puis, début décembre, elle fit une annonce. « J'ai trouvé quelqu'un d'acceptable. Monsieur Lawrence Kemper, veuf, 51 ans, petit propriétaire d'une plantation dans le comté de Wilcox. Moyen modeste, réputation respectable, pas d'enfant de son premier mariage. »« Je devrais le rencontrer, » dit Brinidge. « Bien sûr, il viendra la semaine prochaine. » Lawrence Kemper arriva le 8 décembre. Un homme mince, nerveux, aux cheveux grisonnants, avec une toux persistante suggérant la tuberculose. Il parlait peu, se montrait entièrement soumis à Catherine et semblait pathétiquement reconnaissant de son attention. « Il est parfait, » dit Catherine à Marcus après le départ de Kemper. « Il meurt lentement, désespéré de compagnie et trop faible pour imposer la moindre autorité. Les exécuteurs l'approuveront parce qu'il correspond à leurs critères apparents, et il sera mort dans l'année, me laissant veuve et libre de faire ce que je veux. Tu vas le laisser mourir de la tuberculose? Je vais laisser la nature suivre son cours. Est-ce un meurtre, Marcus? Épouser un homme malade en sachant qu'il ne survivra pas? » Marcus ne répondit pas. Cela ne sonnait pas comme une excuse morale. Le mariage de Sarah eut lieu par une journée froide et claire de décembre.
40 invités étaient bien présents, emplissant le salon de Bell River du parfum et de la fumée des cheminées. Le révérend Yates célébra la cérémonie avec sa solennité habituelle. Thomas Brinidge paraissait satisfait, convaincu d'avoir obtenu un beau parti. Sarah portait une robe de soie ivoire cousue par Catherine, et son expression pendant toute la cérémonie resta aussi vide qu'un visage de porcelaine. Marcus observait depuis le fond de la pièce, servant techniquement de personnel domestique supplémentaire pour l'événement. Il vit Sarah prononcer ses vœux sans hésitation. Il la vit accepter le baiser de Thomas avec un calme parfait. Il la vit sourire et recevoir les félicitations des invités, qui n'avaient mais aucune idée du spectacle qu'ils regardaient. Cette nuit-là, après le départ des invités et l'ivresse de Thomas dans ses nouveaux quartiers, Sarah vint au bureau où Marcus l'attendait. « C'est fait, dit-elle simplement. La première condition est remplie, et Thomas fera ce qu'on lui dit. Je l'ai rendu très clair lors de notre nuit de noces. Il obtient une vie confortable, un revenu annuel et l'apparence d'une autorité. En échange, il reste en dehors de mon chemin et ne pose pas de questions sur la gestion de cette plantation. Il a accepté cela? Il a accepté d'éviter d'être exposé comme un escroc, ayant détourné de l'argent de ses associés à la Nouvelle-Orléans. J'ai acheté sa coopération avec des menaces, Marcus, de la même manière que j'ai acheté la tienne. Je suis la fille de mon père, souviens-t'en. » L'amertume dans sa voix était des nouvelles, et Marcus la reconnut comme dangereuse. Sarah commençait à se haïr pour ce qu'elle devenait, ce qui signifiait qu'elle pouvait faire quelque chose d'imprévisible pour prouver qu'elle allait était différente de son père, ou quelque chose de terrible pour prouver qu'elle s'en fichait. Le mariage de Catherine fut fixé au 20 janvier 1848. Les exécuteurs approuvèrent Lawrence Kemper après un examen minimal. Ses antécédents étaient en règle, ses biens légitimes, et son empressement désespéré à se remarier les aveuglait sur tout problème potentiel. Mais entre les deux mariages, quelque chose changea à Bell River. Le personnel commença à murmurer sur des disputes entre les jumelles, des voix élevées derrière les portes closes. Pritchett rapporta que les deux femmes semblaient distraites, prenaient des décisions pour la gestion de la plantation, puis les annulaient quelques heures plus tard. Marcus savait ce qui se passait. La tension de maintenir leur tromperie, combinée à la haine croissante de Sarah envers elle-même et au calcul glacial de Catherine, fracturait leur unité passée. Cela culmina la veille du mariage de Catherine. Marcus était dans le bureau, travaillant sur sa documentation secrète, lorsqu'il entendit des cris à l'étage. Il se précipita et trouva Sarah et Catherine dans la chambre de Sarah. Catherine saignait du nez. Sarah avait des griffures sur le visage. « Elle veut le tuer !» cria Sarah en voyant Marcus. « Pas seulement le laisser mourir, l'empoisonner. »« Il va mourir de toute façon !» hurla Catherine. « Pourquoi attendre? Pourquoi risquer qu'il change d'avis sur les termes du mariage? Nous lui donnons de l'arsenic, il était mort en 6 mois, je suis veuve et enceinte, et tout cela est-il terminé? Parce que cela ferait de nous des meurtrières, de vraies meurtrières délibérées. Nous sommes déjà des meurtrières. Où as-tu oublié le café que tu as servi à père la nuit où il était mort? » Le silence tomba. Marcus fixa les jumelles, comprenant enfin, avec horreur. « Vous avez tué votre père, » dit-il. Sarah s'assit sur le lit, la tête entre les mains. Arsenic mélangé à de la poudre de verre dans son café. De petites doses pendant 3 semaines ont fait croire à une défaillance cardiaque. Le docteur Grayfield n'a rien soupçonné parce qu'il voulait croire à une mort naturelle. « Nous devions le faire, » dit Catherine d'un ton défiant. Il allait vendre Marcus et 3 autres esclaves à un trafiquant du Mississippi. Nous l'avons entendu. Il prévoyait aussi de nous marier de force à des hommes qu'il avait choisis, des hommes qui auraient dû continuer son programme d'élevage. Nous n'avions pas le choix. « Il y a toujours un choix, » dit doucement Marcus. « Facile à dire pour toi, » répliqua Catherine avec colère. « Tu n'es pas enfermé dans une cage construite par un homme qui te voyait comme une expérience biologique. »« Moi aussi je suis dans une cage, » répondit Sarah, juste d'un autre genre, « et je n'ai jamais tué personne pour m'en échapper. »
La dispute aurait pu continuer, mais elles entendirent des pas dans l'escalier. Thomas, titubant, montait ivre vers la chambre de sa femme. Les 3 conspirateurs se turent, écoutant ses jurons, alors qu'il luttait avec la poignée de la porte, avant d'abandonner et de s'éloigner en traînant les pieds. Lorsqu'il fut parti, Sarah parla d'une voix basse. « Nous ne pouvons plus recommencer, Catherine. Si tu empoisonnes Laurence, c'est fini. Quelqu'un le remarquera, quelqu'un enquêtera, et tout cela, la plantation, notre liberté, les documents de Marcus, sera détruit. Alors que proposes-tu? Nous manquons de temps. Nous attendons. Nous laissons la nature suivre son cours avec Laurence. Nous endurerons. Et quand tout sera enfin terminé, quand nous aurons satisfait les conditions du père et obtenu l'héritage, alors nous déciderons qui nous voulons être. » Catherine ne répondit pas immédiatement. Quand elle parla enfin, sa voix était lasse. « Je ne sais pas si je peux encore endurer. Je ne sais pas s'il reste encore quelque chose de moi à sauver. » Marcus, en les observant, réalisa qu'il avait documenté la mauvaise histoire. Il s'était concentré sur les atrocités du colonel, les abus systématiques, le programme d'élevage, mais la véritable horreur de Belle River n'était pas ce qu'on avait fait subir aux esclaves, bien que cela fût déjà assez terrible. C'était ce qu'on avait fait aux jumelles elles-mêmes, la façon dont leur père les avait tordues en armes, puis les avait dirigées l'une contre l'autre. Elles étaient à la fois victimes et bourreaux, piégées dans des rôles qu'elles n'avaient pas choisis, mais qu'elles jouaient désormais avec une désespérance croissante. Et Marcus était piégé avec elle, sa propre survie, dépendant d'un plan qui semblait chaque jour plus susceptible de finir en violence catastrophique. Le mariage de Catherine avec Lawrence Kemper eut lieu le 20 janvier 1848, une petite cérémonie avec seulement 20 invités. Kemper paraissait squelettique, sa toux empirant dans le froid de janvier. Il avait besoin du soutien de Catherine pour marcher jusqu'au salon où le révérend Yates les attendait. La cérémonie dura 12 minutes. Quand Yates les déclara mari et femme, Kemper tenta d'embrasser sa mariée, mais fut pris d'une quinte de toux qui laissa du sang sur son mouchoir. « La consomption l'a bien eu, » murmura le docteur Greyfield à Brinidge. « Donne-lui 6 mois, peut-être moins. » Lawrence Kemper emménagea à Belle River ce soir-là, occupant une chambre éloignée de celle de Catherine. Il semblait pathétiquement reconnaissant de chaque petite attention, remerciant à plusieurs reprises les domestiques pour un verre d'eau ou pour avoir ravivé son feu. Catherine et Marcus commencèrent leur rencontre au début de février. Contrairement à la franchise amère de Sarah, Catherine les considérait comme une autre transaction à accomplir efficacement. Elle fixait des heures précises et, après, partait sans un mot. En mars, Catherine était enceinte. Laurence, confinée à son lit par la maladie, accueillit la nouvelle avec une joie confuse. « Dieu soit loué, » haleta-t-il. « Tu auras quelque chose pour te souvenir de moi. » Les exécuteurs vinrent en avril vérifier les 2 grossesses. Tout était en ordre. Les jumelles se mariaient, enceintes, la production de coton maintenue. Brinidge se déclara satisfait. Pendant ce temps, Marcus passait ses nuits à tout documenter. Il avait désormais des preuves du programme d'élevage du colonel, de l'épidémie de syphilis, de l'empoisonnement et du mariage arrangé. Mais il ne savait toujours pas comment envoyer les documents vers le nord sans être pris. En mai, un prédicateur itinérant nommé Jacob Sturgis arriva, prétendant collecter des dons missionnaires. Pendant le dîner, Sturgis mentionna avoir passé du temps à Philadelphie. Marcus saisit l'allusion, un centre abolitionniste connu. Il fit un petit geste de la main, un signe utilisé par les agents du chemin de fer clandestin. Sturgis s'interrompit une fraction de seconde, ses yeux croisant ceux de Marcus, puis reprit sa phrase sans broncher. Plus tard, Marcus l'approcha près de l'écurie. « J'ai des documents, des preuves de crime. Ils doivent y parvenir à Philadelphie. » Après réflexion, Sturgis accepta. Marcus passa 10 jours à recopier les éléments les plus cruciaux sur du papier fin, écrivant en lettres minuscules. Il documenta les expériences du colonel, les croisements forcés, l'épidémie, les poisons et son propre rôle dans le plan des jumelles. Il chargea Isaiah,
un ouvrier des champs, d'apporter les documents à Sturgis à Selma. 2 semaines plus tard, Isaiah revint, confirmant la livraison. Marcus se sentit à la fois libéré et terrifié. Les preuves existaient d'Ormonde désormais hors du contrôle des jumelles, mais si on les découvrait, il était un homme mort. L'été apporta une tension grandissante. La grossesse de Sarah se déroulait normalement, bien qu'elle devint de plus en plus distante. Thomas Brinidge se mit à boire lourdement. Lawrence Kemper, affaibli, restait dans sa chambre, soigné par des domestiques patients. Puis Sarah commença à lui rendre visite, lui apportant des livres. « J'ai été enseignant autrefois », expliqua-t-il faiblement, avant d'hériter d'une plantation que je n'ai jamais su gérer. Je ne suis qu'un instituteur qui voulait lire. Est-ce si terrible? Sarah ne sut que répondre. Le 17 août 1848, Lawrence Kemper mourut dans son sommeil, emporté par la consomption. Il fut enterré 3 jours plus tard, sa brève présence marquée par une simple pierre tombale. Lawrence Kemper, 1797-1848. Il trouva la paix à la fin. Catherine était désormais une veuve enceinte. Les conditions du testament étaient remplies. Mais quelque chose changea en elle après la mort de Laurence. Une culpabilité, même si elle ne l'avait pas directement tuée. À la mi-septembre, une femme se présenta, prétendant être la demi-sœur du colonel, menaçant de poursuite si on ne lui accordait pas une compensation. Les jumelles savaient ce qu'elle mentait, mais avant qu'elle ne puisse agir, elle tenta de soudoyer Pritchett. Celui-ci la dénonça immédiatement. Armées de cette preuve, les jumelles confrontèrent sans la fraude et son avocat à Anville. La rencontre fut brève et brutale. Ils quittèrent Dome, l'Alabama, en moins de 24 heures, mais l'incident révéla leur vulnérabilité. Tant que les bébés n'étaient pas nés, elles y restaient des cibles. Fin octobre, tout faillit s'effondrer. Thomas Brinidge, ivre après avoir gagné aux cartes, laissa échapper que Sarah était tombée enceinte quelques semaines à peine après le mariage. Un timing étonnamment rapide. La rumeur se répandit dans le comté en quelques jours. Le scandale frappa Belle River comme un orage. Brinidge arriva, exigeant des explications. Sarah prit une décision. Devant des voisins éminents, enceinte de 7 mois, elle fit une confession calculée. « J'ai été violée », dit-elle d'une voix ferme. « Avant notre mariage, Thomas et moi avons été intimes. Je suis tombée enceinte. Plutôt que d'annuler le mariage et d'affronter la ruine, nous avons poursuivi la cérémonie. C'était mal, c'était péché, mais cela ne rend pas le testament invalide. » Les hommes échangèrent des regards gênés. L'intimité avant le mariage était scandaleuse, mais pas inédite. L'aveu franc de Sarah rendait l'histoire crédible, un mensonge qui protégeait un mensonge bien plus grand. « Et votre sœur » demanda Brinidge. La situation de Catherine est parfaitement conforme. Brinidge l'observa longuement, mais n'avait aucune preuve contraire. « L'affaire était close », déclara-t-il enfin. « Les conditions du testament sont remplies. » Quand tout le monde partit, Sarah s'effondra dans le salon, sa contenance enfin brisée. Sarah accoucha le 14 novembre 1848. Le travail dura 18 heures. À l'aube du 15 novembre, un cri de bébé perça le silence du matin. « Une fille !» annonça la sage-femme. Petite, mais en bonne santé. Sarah, épuisée, regarda sa fille enveloppée dans des couvertures. L'enfant avait des cheveux sombres et des traits ambigus, utiles dans une maison fondée sur le mensonge. « Elle est libre !» murmura Sarah. « C'est tout ce qui compte. » Catherine accoucha le 7 décembre, après 12 heures éprouvantes. Le cordon ombilical était enroulé autour du cou du bébé. La sage-femme travailla avec calme, jusqu'à ce qu'un faible cri confirme la survie. « Encore une fille !» dit-elle. « C'est une battante. » Catherine regarda sa fille, plus foncée que celle de Sarah, avec des traits qui demanderaient des explications prudentes. « Je l'appellerai Ruth, comme notre mère. »« Et la mienne sera Abigail, » dit Sarah en larmes, « comme la grand-mère que nous n'avons jamais connue. » Les noms rendaient hommage à des femmes que leur père avait effacées. C'étaient les premières décisions que les jumelles prenaient, sans calcul, simplement des mères nommant leurs filles. Les exécuteurs vinrent,
Le 20 décembre, vérifier les naissances et finaliser le transfert de la succession. Brinidge examina les bébés avec froideur, nota leur existence et déclara les conditions du testament entièrement satisfaites. La plantation de Bell River est par la présente transférée à Sarah Brinidge et Catherine Kemper. La succession est officiellement close. Lorsqu'il partit, Sarah ne ressentit rien, ni triomphe, ni soulagement, seulement l'épuisement. Ils avaient Ganton gagné, mais le prix avait été énorme. Marcus entra en portant Abigail. Elle voulait voir sa mère. Lorsque Sarah prit sa fille, elle prit une décision. « Nous tiendrons notre promesse. Tes papiers de manumission seront déposés la semaine prochaine. Il y aura assez de fonds pour atteindre Philadelphie et t'y établir. » Marcus s'attendait à des retards. La franchise de Sarah le prit au dépourvu. « Juste comme ça, nous avons passé un accord, je le respecte, et les documents que j'ai envoyés au Nord. » Les yeux de Sarah se plissèrent. « Je sais pour cela. Pritchett intercepte toute la correspondance. Je sais ce qu'ils contiennent. Tout sur les programmes de notre père, l'empoisonnement, nos arrangements. Alors pourquoi ne l'as-tu pas fait? Parce que tu avais raison de tout documenter. Quelqu'un doit dire la vérité. Peut-être que ton témoignage atteindra des gens capables de changer les choses. » Catherine apparut avec Ruth. « Nous ne t'arrêtons pas, mais nous demandons 6 mois. Reste jusqu'en juin. Aide à stabiliser les opérations, puis pars avec notre bénédiction et assez d'argent pour recommencer à zéro. » C'était une manipulation magistrale, mais honnête. Il accepta. L'hiver passa dans une paix relative. Les traitements contre la syphilis continuaient et plusieurs patients guérissaient complètement. Les jumelles s'adaptèrent à la maternité tout en maintenant l'efficacité de la plantation. Marcus passait ses soirées à préparer son départ, mais il était réticent à partir. Il s'était attaché aux enfants qu'il avait engendrés, et sa compréhension des jumelles s'était complexifiée. Des victimes tentant d'échapper à leurs conditions de victimes, essayant d'être meilleures que ce dans quoi elles avaient été élevées. En mars, une lettre arriva de Pennsylvanie à l'attention de Marcus. C'était de Jacob Sturgis. Le témoignage avait atteint la Pennsylvania Anti-Slavery Society. Il le compilait pour un rapport sur les plantations de l'Alabama. « L'héritage de notre père sera exposé et condamné, » dit Sarah calmement. « Tout ce en quoi il croyait sera utilisé comme preuve de la dépravation du système. »« C'était un monstre, » dit Marcus. « Je sais, mais c'était aussi mon père. » Ils reportèrent le départ de Marcus à la mi-avril. La veille de son départ, Sarah l'appela dans son bureau. « J'ai réfléchi à ce que nous avons fait, » dit-elle. « Nous nous sommes persuadés que nous étions différents de notre père parce que nous t'avons offert la liberté. Mais nous n'étions pas différents. Nous avons seulement utilisé une coercition plus sophistiquée. Je sais. Et pourtant, tu étais resté les mois supplémentaires, à terminer les traitements, tu as respecté ton engagement même après que j'ai découvert ta documentation. » Sarah lui tendit une sacoche lourde de pièces d'or. « C'est plus que ce que nous avions convenu. Il y a aussi des lettres de présentation à des commerçants qui ne questionneront pas un esclave affranchi avec des papiers en règle. » Pourquoi? Parce qu'un jour, Abigail et Ruth demanderont des nouvelles de leur père. Je veux leur dire qu'il était un homme bon, qui prenait des décisions difficiles et qui documentait la vérité quand d'autres voulaient l'enterrer. Catherine apparut avec les 2 bébés. Nous disons au revoir correctement, comme les familles devraient le faire. Marcus tint ses filles en une dernière fois, mémorisant leur visage. « Soyez sages, » murmura-t-il. « Soyez meilleurs que nous tous. » Marcus quitta Bell River le 18 avril 1849. Il emportait ses documents et un digéré commandé secrètement par Sarah, portant les 2 filles sur le dos. Marcus et ses filles. Avril 1849. Puissent-ils tous trouver la liberté? Il arriva à Mobile et sécurisa son passage vers le nord. Le navire partit le 23 avril. Il ne retourna jamais en Alabama, mais son témoignage, lui, le fit. La Pennsylvania Anti-Slavery Society publia son rapport en juillet 1849, détaillant les conditions des plantations
et nommant spécifiquement le colonel Nathaniel Sutton. Cela provoqua l'indignation dans les États du Nord et la fureur dans ceux du Sud. En août, Harold Breenidge commença à poser des questions sur la façon dont les informations de Bell River avaient atteint la Pennsylvanie. Le 3 septembre, il arriva avec un shérif et un mandat pour rechercher des preuves d'activité abolitionniste. « Marcus a été affranchi », répondit calmement Sarah. « Il était parti avec notre bénédiction. Ce qu'il a fait ensuite, c'est son affaire. On l'accusa de vol de biens. Les journaux de votre père, les journaux de mon père, nous ont été transmis. Nous avons donné à Marcus l'accès dans le cadre de ses fonctions. Ce qu'il a fait de cet accès reste une spéculation. La fouille dura 3 heures. Rien n'a été trouvé. Catherine avait brûlé tout ce qui était potentiellement incriminant plusieurs semaines plus tôt. Breenidge dut partir les mains vides, bien que ses paroles de départ fussent mal menaçantes. Ce n'est pas fini. Un jour, quelqu'un découvrira la vérité. Après son départ, Catherine dit « Nous devons disparaître. Il fallut 6 semaines. Ils vendirent Bell River pour obtenir des liquidités immédiates, affranchir plusieurs personnes clés avec des fonds pour s'établir et vendirent seul le reste de la population à un commerçant quaker qui avait promis de les transporter vers des États libres. Thomas reçut ses biens et un règlement en espèces pour avoir accepté de ne jamais contester la vente. Le 14 octobre 1849, Sarah et Catherine embarquèrent à Mobile pour la Nouvelle-Orléans, voyageant en veuve avec leurs filles en bas âge. Mais avant de quitter l'Alabama, elles firent un dernier arrêt. Le 15 octobre, un incendie éclata dans le sous-sol du palais de justice de Huntsville. Le bâtiment brûla pendant 6 heures et s'effondra avant l'aube. 3 corps furent retrouvés, identifiés comme des vagabonds cherchant un abri, bien que personne ne se soit demandé pourquoi ils avaient été enchaînés au sous-sol. L'enquête conclut qu'une lampe renversée avait causé l'incendie accidentel. La plupart des archives du comté de 1847 à 1849 furent détruites. Quiconque tenterait de retracer l'histoire de Bell River ne trouverait que des fragments et des lacunes. Sarah et Catherine arrivèrent donc dans le Wisconsin en décembre 1849. Elles achetèrent une petite ferme près de Madison sous de fausses identités, se présentant comme des sœurs veuves, recommençant leur vie. Leurs filles grandirent en sachant seulement que leur mère venait d'Alabama, avait échappé à des circonstances difficiles et que leur père avait été un homme bon, qui avait fait des sacrifices. Marcus s'installa à Philadelphie comme comptable. Il ne se maria jamais, n'eut pas d'autres enfants, ne parla jamais publiquement de l'Alabama, mais continua de fournir des témoignages et aida au transport d'esclaves fugitifs jusqu'au début de la guerre civile. Il garda le déjeuner caché, le sortant de temps en temps pour regarder le visage de ses filles. En 1863, un locataire de l'Union découvrit un coffre scellé dans les ruines de Bell River, contenant des journaux et des registres de reproduction, confirmant tout ce qui avait été rapporté et révélant de nouvelles horreurs. Ces documents firent partie du dossier pour justifier l'abolition complète de l'esclavage. L'héritage du colonel Nathaniel Sutton devint exactement ce que ses filles avaient prédit. Exposition, condamnation, preuve du mal systématique. Mais la vérité complète sur Sarah et Catherine, sur Marcus et les enfants, resta cachée dans des archives brûlées et des mensonges soigneusement construits. L'incendie du palais de justice ne fut jamais résolu. Les corps ne furent jamais identifiés. Les documents ne furent jamais retrouvés. Et la vérité sur les jumelles de l'Alabama, qui partageaient un esclave mâle jusqu'à ce que toutes deux tombent enceintes, resta enfouie dans la cendre et le silence pendant plus d'1 siècle. Certains historiens affirment que l'histoire est inventée, qu'aucun document n'existe pour soutenir les événements allégués. D'autres se réfèrent au rapport de la Pennsylvania Anti-Slavery Society et soutiennent que là où il y a des documents, il y a vérité. Mais peut-être importe-t-il peu que chaque détail soit vérifiable. Ce qui compte, c'est ce que l'histoire révèle sur le système qui a rendu de tels événements non seulement possibles, mais presque inévitables.
Un système fondé sur le traitement des êtres humains comme des biens, sur l'usage de la violence et de la tromperie comme outil de contrôle. Les jumelles Sutton, si elles ont existé, étaient à la fois victimes et auteurs. Marcus, s'il a vécu, était à la fois collaborateur et résistant. Les enfants héritèrent d'un héritage de traumatisme et de survie, de culpabilité et de résilience, et nous héritons tous de la responsabilité de nous souvenir, d'examiner et de veiller à ce que les conditions ayant créé de telles horreurs ne se reproduisent jamais. Que pensez-vous de cette histoire? Croyez-vous que tout a été révélé, ou y a-t-il encore des secrets enfouis dans ces archives brûlées? Laissez votre commentaire ci-dessous avec vos impressions sur ce qui s'est vraiment passé à la plantation Belle River. Si vous avez apprécié ce récit et souhaitez découvrir d'autres mystères sombres de l'histoire américaine oubliée, abonnez-vous à Liturgy of Fear, activez la cloche de notification et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui apprécie les vérités troublantes cachées dans notre passé. L'histoire suivante pourrait être encore plus perturbante que celle-ci. D'ici là, souvenez-vous que les chapitres les plus sombres de l'histoire sont souvent ceux que les gens ont le plus tenté d'effacer.